de la jeunesse 2012, donc Arnaud Duval, qu'on a eu la joie de voir passer en folio très récemment, avec un joli bandeau bleu. Donc c'est notre fierté à nous, parce que du coup, tous les libraires de France ont vu qu'il y avait un prix Futurial. Donc je suis assez content. Bon, là, c'est mon égo qui parle. Nous avons notre ami François Baranger pour Dominium Mundi, qui a été finaliste du prix Révélation de cette année, avec son collègue Antoine. Et puis, donc Laurent Suneur n'est pas là, et nous avons donc évidemment Laurent Genefort, que tout le monde connaît, on ne présente plus. Comme les autres. Voilà. Donc auteur de dizaines de romans, évidemment. Voilà. Donc, alors déjà, je sais pas, oui, présentez-vous rapidement, que faites-vous, d'où vivez-vous, où allez-vous? Bon, ben, bonjour, donc Arnaud Duval, donc moi je suis un tout petit nouveau un petit jeune dans le domaine de la science-fiction, et donc mon premier roman, Les Pousse-Pierres, est un roman de space opéra, alors plutôt solar system opéra, qui sera dans le futur, qui est reconnu donc, par les Futuriales, mais qui est dans cette tradition-là d'avoir de l'espace, des vaisseaux spatiaux, des aventures. Eh bien, moi, je m'appelle François Baranger, je suis illustrateur à l'origine, et j'ai écrit un premier roman qui s'appelle Dominium Mundi, qui est en 2 tomes, donc le deuxième vient de paraître récemment, et qui raconte en très résumé, qui décrit un monde dans un futur moyennement lointain, revenu à un mode de vie médiéval après un cataclysme apocalyptique et tout ravagé, et qui découvre, en essayant de conquérir des planètes les plus proches pour trouver de nouveaux territoires à l'humanité, qui découvre une civilisation extraterrestre, et au cœur d'une des villes de cette civilisation extraterrestre, qui découvre le tombeau du Christ. Et comme c'est un monde que j'ai décrit qui est revenu à un mode de vie médiéval, forcément il est dominé par la religion, et qui a un corollaire classique de la féodalité. Et le pape de cette époque-là, qui est le chef de l'Empire chrétien moderne, décrète une nouvelle croisade pour aller conquérir ce qu'on pensait être le tombeau du Christ. Donc le roman raconte le voyage vers cette planète inconnue et ce qui se déroule sur place, les aventures des personnages qui cherchent à en savoir davantage, certains qui adhèrent complètement à la doctrine officielle et d'autres qui enquêtent pour voir si vraiment il n'y aura pas quelque chose derrière tout ça. Voilà. Et bonjour, je suis Laurent Genefort, je suis auteur de quelques dizaines de romans, effectivement, et principalement du space opéra d'ailleurs. J'écris peu dans d'autres genres, voilà, qui est dans un univers global que je dépeins depuis un peu plus de 20 ans maintenant, qui s'appelle la panstructure, pour ceux qui veulent savoir. Tu as parlé du dernier, Troisième tome de Mal. Ah, alors le dernier, oui, Les Vaisseaux d'Omal, donc c'est le dernier volume paru, inédit, donc c'est le 4e volume d'un cycle qui s'appelle Omal, qui se passe à l'intérieur d'un artefact très grand, qui est une sphère de Dyson, c'est une coquille autour d'un soleil, d'une étoile. Et donc ce cycle, c'est l'histoire de l'humanité et de 2 autres espèces qui partagent la même zone atmosphérisée à l'intérieur de cette immense coquille. Et voilà, donc c'est leur histoire sur à peu près 2000 ans, et donc je prends des périodes charnières dans cette histoire qui forment chacun un roman, et puis des nouvelles aussi, qui me permettent d'approfondir un ou 2 aspects de la vie de ces espèces différentes. Voilà, donc là, le dernier, c'est ça m'a permis de développer une des 3 espèces, qui s'appelle les Hodgkin, puisqu'il y a les humains, les chives et les Hodgkin. Donc là, je me suis intéressé à la 3e espèce que j'avais justement laissée de côté pour pouvoir en parler et le développer à loisir dans ce roman. Ouais. Je vous conseille tous de lire Omal, c'est super. Donc on va essayer de définir ce que c'est que déjà le space opéra pour ceux qui ne connaissent pas. Donc moi j'avais trouvé une définition qui vaut ce qu'elle vaut. Ouvrez les guillemets. L'espace marié à l'épopée et à l'émerveillement
au Sense of Wonder. Donc vous, comment vous définiriez le space opéra, le planet opéra, qui est un sous-genre voilà. Qui tu veux commencer ? Ok, donc les définitions en science-fiction, c'est toujours un petit peu casse-gueule. On peut trouver toutes les exceptions possibles. Mais en gros, bon, le space opéra, déjà, il y a le mot space, ça aide un petit peu. Donc quelque part, on n'est pas dans une pièce fermée, on ne va pas être même dans un pays. Éventuellement, ça peut être toute une planète si c'est pas la Terre. Mais c'est vrai que on va au moins sortir de l'atmosphère terrestre. À partir de là, je pense qu'on est dans le domaine. Sinon, je pense que c'est aussi un genre, la manière dont il a évolué dans le temps depuis les débuts de la SF, ça a été assez varié. Et c'est probablement, à mon avis, assez intéressant de le regarder de cette manière-là, pas comme un genre un petit peu figé, mais quelque chose, une manière de voir comment on regarde au-delà de notre monde à nous et qu'est-ce qu'on a envie d'y faire. Donc, entre autres, par exemple, la manière dont, à un moment donné, le public, les attentes vont regarder les grands enjeux technologiques, l'optimisme, la notion de progrès, par exemple, ou des choses comme ça, ça peut influencer sur le genre de récits de space opéra qui vont effectivement apparaître ou pas. Un exemple de ça, par exemple, c'était Dune, et avec l'apparition de l'écologie. Donc quelque part, on a, c'est pas que l'espace, mais c'est l'espace sous un certain point de vue. Dans Dominion Mundi, le côté de la religion, bon, qui est quelque chose en ce moment qui occupe l'actualité, typiquement ça résonne avec ça. Donc pour moi, c'est un peu ça, c'est déjà on regarde à l'extérieur, on peut aller très loin, on peut aller jusqu'au bout de l'univers, on peut rester dans une petite zone, mais on regarde plus l'extérieur que l'intérieur. Il y a des SF qui sont plus intimistes, ou des SF qui abordent des points de vue, par exemple, si on veut comparer quelque chose comme la post-apocalypse, c'est à peu près l'inverse. Post-apocalypse, on arrête tout, on est sur une fin du monde, on essaie de survivre dans les ruines d'un monde qui est perdu. Space opéra, on va au contraire découvrir un nouveau monde. Ça peut être noir ou pessimiste ou optimiste. C'était très optimiste au tout début. Maintenant, on va forcément pas faire que des histoires qui se finissent bien, mais c'est un peu l'idée. Moi, je suis toujours un peu embêté avec les étiquettes, même si c'est commode dans la conversation pour savoir de quoi on parle, mais le space opéra, en plus, c'est comme souvent ce genre d'expression, c'est à l'origine, c'est un peu péjoratif, c'est un peu narquois, on va dire, gentiment narquois. Et donc, je suis un peu embêté parce que j'ai l'impression qu'on est dans le domaine du contexte. C'est-à-dire, si on a envie, si on aime ce genre d'ambiance, on est tout ça, les vaisseaux, l'espace, les civilisations inconnues, les planètes inconnues, donc on est naturellement attiré, on a envie d'écrire du space opéra. Mais dans le fond, qu'est-ce que c'est les grands romans d'aventure maritime du XVIIIe siècle, je sais pas, L'île au trésor, ou les romans de Conrad, ou Le Dernier Mohican. Alors, L'île au trésor, ça pourrait être du space opéra. Dernier Mohican, ça pourrait être du Planet Op. Il suffit de changer, c'est comme on nous dit, il suffit de changer les arrangements. Voilà, et on garde la mélodie, on garde l'histoire, le cœur de l'histoire, et c'est des arrangements. Et alors, c'est pas, évidemment, c'est pas du tout réducteur ce que je dis, c'est les arrangements, c'est fondamental. C'est aussi important que l'histoire, il faut les deux en fait. Mais moi j'ai du mal à définir ce que c'est exactement le space opéra. Hormis le fait qu'on a bien compris que ça se passait quand même en partie dans l'espace. Mais j'ai l'impression qu'on peut... il y a beaucoup de choses dont on dit aujourd'hui que ce sont des grands classiques de la littérature, etc., qui, s'ils avaient été écrits aujourd'hui, pourraient être du space opéra, ou en tout cas de la science-fiction. On prend par exemple, c'est vraiment un exemple extrême volontairement, mais Le Paradis perdu de Milton, qui est donc un roman, un poème épique en vers du XVe siècle qui raconte la chute de l'ange qui devient Satan, la chute de Satan, qui est rejeté en dehors du paradis par Dieu parce qu'il ne voulait pas se conformer, il ne voulait pas faire exactement ce que disait Dieu. Puis la création, la genèse, la création du Jardin d'Éden et comment Satan a réussi à convaincre Adam de croquer dans la fameuse pomme.
cette histoire qui est racontée par Milton à l'époque, qui est une espèce d'ode à Dieu, parce que je suis très croyant, quand on la lit, c'est un roman d'aventure. Et moi j'ai l'impression... Ah, Faites très attention. nous avons l'extraterrestre parmi nous. Non. Non, c'est la mienne. Ah oui, Désolé, c'est vrai que ça venait... Mon téléphone était Ignorez ça. paraissait localisé ici. C'est pas ma sonnerie de téléphone. non. Ignorez-la. La bande son, pardon. Oui, ça marche bien. Et donc, oui, s'il l'écrivait aujourd'hui, bah, finalement, le combat entre les légions célestes et les légions infernales, bah, ça pourrait être Starship Troopers. C'est très facile de transformer ça. Et voilà. Donc moi, voilà, j'ai l'impression que le Space Opera, c'est un univers, c'est une promesse, plus qu'un genre en soi. Ok, intéressant. Laurent? Oh bah pas mieux, hein. Non mais je trouve que ce qui, comme tu dis, en fait c'est subjectif, c'est comment nous on le perçoit. Moi, tel que je l'ai perçu quand j'en lisais énormément, c'était ailleurs et demain. Bon, l'expression a été prise, mais pour moi ça résumait très bien ce qu'était le space opéra et ce qu'il est majoritairement ensemble. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe ailleurs. Il faut qu'il y ait une coupure avec le monde contemporain et effectivement partout sauf sur Terre, on va dire. Ça peut être effectivement même dans le système solaire et tout, mais par exemple j'ai jamais considéré, alors qu'on aurait pu considérer 2001 comme du space opéra. Après tout ça se passe demain et ça se passe ailleurs, mais il n'y a pas cette coupure qui est une sorte de coupure merveilleuse qui fait que quelque part on recommence un récit à partir de zéro. Et voilà, enfin en tout cas moi c'est ma perception. Mais en fait c'est surtout que c'est un genre qui a une énorme histoire. Il s'est quasiment né avec la science-fiction. Et donc ça a subi énormément de torsions et de choses comme ça. Et par exemple, effectivement, une grande partie une bonne partie du space opéra, c'est de l'aventure, c'est des romans d'aventure. Mais on peut trouver des trucs très intimistes. J'avais fait un bouquin qui s'appelait L'homme qui n'existait plus, qui se passe dans une station spatiale, juste au-dessus d'une géante gazeuse. Une station d'exploitation des nuages d'une géante gazeuse. C'est un pur huis clos avec un seul personnage, pas d'action, un truc étouffant. Et c'est du space op, strictement, c'est du space op. Donc on peut faire quelque chose qui est complètement en dehors des clous. C'est pour ça d'ailleurs que le space op est autant difficile à définir, quasiment aussi difficile à définir que la SF, parce que ça a puisé aux genres voisins, ça a puisé un petit peu partout. D'accord. Intéressant. Donc, alors, maintenant, on peut parler un peu de vos écrits. Pourquoi, donc, pour vous deux qui avez commencé à écrire récemment, en tout cas des romans, pourquoi avoir choisi ce style pour commencer, et pourquoi pas une autre forme? Et Laurent, pourquoi tant et tant de romans sur le même mode? Alors, on peut peut-être commencer par les petits jeunes. Ouais, bref. Oui. Donc la raison c'était vraiment le plaisir. Enfin, moi j'en ai lu beaucoup, surtout la grande période américaine, genre de ça, donc nourri par ça. Donc l'envie un peu de dire, quitte à écrire un bouquin dans un genre que j'aime bien, je vais le faire. Un peu aussi au début il y avait un défi linguistique. Qui est, chacun a ses petites manies, et moi j'ai toujours été relativement en bisbille avec les traductions d'auteurs américains et anglais que j'aime, et je me suis toujours dit, on ne peut pas traduire un roman de science-fiction, enfin en généralité idiote, mais quelque part en général c'est très difficile de traduire, l'anglais est une langue très mobile, et c'est assez facile en anglais de créer des néologismes, de construire des vocabulaires un peu différents. En français, on a quand même une grammaire et un poids et même un vocabulaire beaucoup plus restreint. On peut faire des choses, mais justement, ça demande de le concevoir dès le départ et donc de le réécrire ou de l'écrire et non pas de le traduire. Et donc, une des idées, c'était ça.
Moi, je lis en général en anglais la plupart de mes bouquins, enfin quand ils sont d'origine anglaise, bien sûr, pas vicieux pour une traduction anglaise. Mais, et à chaque fois, quand je regarde, de temps en temps, je lis la traduction française parce que ma femme n'est pas en anglais, donc de temps en temps, je vérifie avant de lui commander un bouquin, et puis je fais toujours un peu la grimace quand je vois ce qui est fait. Et donc, il y avait l'idée de, ok, qu'est-ce que ça représenterait de le faire, de l'écrire dès le début en français, en essayant de retrouver un peu l'esprit. Bon, alors, je prétends pas du tout avoir réussi quelque chose, mais il y avait cette idée-là, et de le faire sur un genre qui, pour moi, historiquement, n'avait pas été toujours très bien traité par les traducteurs. J'accorde aux traducteurs que c'est extrêmement difficile. Enfin, il y a des fois, on peut se demander vraiment comment ils y arrivent. Mais comme c'est difficile, ça veut quand même dire que le résultat n'est pas toujours un succès, et le plaisir qu'on retire du texte original et le plaisir qu'on peut avoir du texte traduit, j'ai un peu l'impression que, mais bon, ça c'est tout à fait... que les gens qui ne lisent que certains auteurs en version française traduite, il leur manque des couleurs. Bon, ça c'est une idée. Après, le côté ensuite, après de faire un livre jeunesse, ça c'est plus par accident. C'était pas vraiment prévu comme ça, sinon qu'il y avait des personnages adolescents dedans. Bon. Mais qui fait plus par la lutte. Hein. Oui, c'est cette espèce de frontière qu'on découvre maintenant, qu'on appelle le young adult, mais qui à l'époque était à peine mentionné en France. Mais c'est, de toute façon, c'est un peu le principe des romans d'aventure. Vous lisez quelque chose comme même les Trois Mousquetaires ou autres, enfin les grands romans d'aventure en français, c'est des romans pour les grands adolescents. Donc là, c'est dans la même idée. Je viens. Oui, exactement. Ou Heinlein. Par exemple, Heinlein, lui, il avait cette idée aussi de faire du jeu, je suppose, de viser clairement à... Alors, c'était aussi un point qui pour moi était aussi assez important, l'idée de modestement faire un livre qui puisse être lu par des gens qui n'ont pas lu de SF, qui puissent rentrer et qu'on ne leur demande pas de connaître déjà tous les codes qui existent déjà. Il y a des romans de SF qui sont très bien faits, très intéressants, mais qui quelque part présupposent que le lecteur sache rentrer dedans et le décoder, sinon c'est un petit peu du chinois. Et beaucoup de livres sont comme ça, parce que justement c'est beaucoup plus stimulant pour un auteur, surtout des auteurs de SF qui connaissent énormément tout ce genre-là, ils n'ont pas envie de réécrire ce qui a été fait il y a des années. Donc moi j'avais un peu l'idée, modestement, de faire quelque chose dans l'esprit de cet âge d'or. C'était quoi la question Pourquoi on choisit d'écrire ceci? Ah oui, c'est un peu comme ce que tu dis sur le fait d'écrire par accident, c'est un peu par hasard. C'est-à-dire que j'adore la SF, je baille là-dedans, enfin, c'est un de mes genres de prédilection, donc c'est pas non plus complètement surprenant. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup d'idées que je notais régulièrement dans un petit carnet et qui n'étaient pas toutes bonnes. Et dans le tas, il y en a une qui a émergé, c'est celle-là, qui me paraissait plus porteuse que les autres et qui, pour le coup, appliquait forcément la SF. Mais à l'origine, c'était même pas prévu pour être du space-up, puisque c'est plus le sujet qui a dicté le fait qu'il y ait un voyage spatial, où mon idée, en fait, moi, c'est ça qui m'amusait, enfin que je trouvais en tout cas il y avait du potentiel, c'était de transposer la première croisade dans un futur assez lointain, d'opposer, de faire une sorte de clash entre l'archaïsme supposé ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas forcément aussi archaïque qu'on le croit, le haut Moyen-Âge, mais l'archaïsme du haut Moyen-Âge et des croisades, l'opposer avec le futurisme et l'hyper-technologie qu'on peut imaginer, avec les conséquences que ça peut avoir. Et donc ça impliquait pour ça un voyage vers une planète lointaine, forcément. Et donc ça impliquait un long passage dans un vaisseau spatial. Et comme je voulais pas faire de l'art science, mais je voulais que ce soit quand même vraisemblable. Donc le voyage ne pouvait pas se faire en un éclair. C'était pas du warm ride, c'était pas à la Star Wars, on appuie sur un bouton et on y est. Non, il fallait quand même que ce soit long. Et donc mécaniquement, j'ai eu un tome de voyage et un tome sur la planète. Et donc c'est presque... Le space-up pour moi c'est une conséquence. Ce n'est pas vraiment un choix, même si j'ai pas craché dessus. Ça me plaisait. Laurent. Alors pourquoi le space-up? Parce que je suis un enfant de Stéphane Vull, de Jack Vance, voilà, de ces auteurs-là. Même si j'aime toute la SF, mais c'est vrai que c'est vraiment les auteurs qui m'ont fait éclater la tête peut-être en premier quand j'étais gamin. Donc
voilà, il y avait ça. Il y a aussi peut-être aussi le fait que ça se prête bien à l'aventure quand même, puisque c'est un peu ce qui manque sur Terre, c'est le côté terra incognita. Et puis ça restitue un peu les blancs sur les cartes, le space op. Simplement, voilà, c'est des cartes spatiales. Parce que sur Terre, il n'y a plus la place, hein, on a le GPS maintenant. Donc ça permet à nouveau de restituer du mystère au monde. Et donc c'est un champ de... Voilà, c'est une cour de récré pour l'aventure qui est formidable. Ça permet aussi enfin, dans mon cas, ça permettait de structurer quelque chose. C'est-à-dire de prendre un champ complètement vide, puis de commencer mes petites constructions comme SimCity. Voilà, chaque bouquin, c'était une petite construction, et puis je commençais à faire des ponts entre les trucs, à tracer des routes, à mettre des citernes et des trucs comme ça. Et tout ça, ça a formé l'espèce de nébuleuse politique, économique de cet univers qui compte pas quelques dizaines de bouquins, en fait. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi, bon, il y a comme dans SimCity, comme dans les Sims, il y a le côté démiurgique, qui est un plaisir quand même particulier dans le roman, qu'on n'a pas dans la fiction spéculative. Et il y avait aussi le côté solution de facilité, pour le jeune auteur que j'étais, qui est que pour moi, la fiction spéculative ou l'anticipation, c'est quelque chose de difficile, mais vraiment une gageure. Et imaginer un futur qui n'est pas coupé du monde contemporain, un futur à 10-15 ans qui ne soit pas ridicule au bout de 5, eh ben, c'est pas du tout évident. Enfin, pour moi c'est quelque chose de très très difficile. Et il m'aura fallu très longtemps, à plus de 20 ans, pour me lancer dans quelque chose qui ne soit pas du space op. Voilà, parce que je ne me sentais pas les épaules non plus. Alors que couper les ponts avec justement ce que permet avec notre monde, ce que permet de faire le space op, pour peu qu'on ait des petites dispositions pour créer des bestioles rigolotes, voilà, ou des environnements sympas, c'est plus facile. C'était plus facile en ce qui me concerne en tout cas, que faire de la fiction spéculative. Un truc de feignant. Voilà. Donc, alors, on a compris que le space opéra, c'est une grosse partie, c'est l'aventure, hein, c'est la terra incognita, tout ça. Mais il y a aussi une grosse partie basée sur la science. L'aspect scientifique est souvent très important dans les romans de space opéra. Donc je voulais savoir si vous accordez une place importante dans les vôtres, et comment vous travaillez l'aspect scientifique. Est-ce que vous faites des recherches? Est-ce que c'est superficiel? Est-ce que voilà, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Qui veut commencer? Ok, donc effectivement, c'est quand même la moitié du nom du genre. Alors, je pense que chacun a un peu sa méthode. Moi, l'une des choses que je fais finalement le plus autour de ça, c'est je suis abonné à des revues scientifiques. Ça varie un petit peu. Il y en a une qui est particulièrement intéressante, qui s'appelle New Science Scientist, qui est anglaise, par à peu près c'est hebdomadaire, et ça parle, ces articles, c'est de la vulgarisation un petit peu évoluée quand même, c'est un peu le niveau entre science et vie et la recherche, mais c'est très intéressant parce que c'est très ouvert à tout ce qui est un peu spéculatif, exploratoire. Ça donne la parole à des chercheurs, qui sont des vrais chercheurs diplômés et tout, et qui creusent dans des directions. Et donc là-dedans, on a énormément d'inspiration ou d'informations sur des anecdotes du monde de la nature, ou de l'espace, ou de la science. Et puis de temps en temps, on note des trucs... ça pourrait être intéressant. Par exemple, il y a quelques années, on a analysé le spectre d'une planète, et en fait, c'est du carbone à l'état pur, dans des conditions telles que c'est probablement du diamant. Intéressant comme truc, parce que ça doit avoir une certaine gueule quand même quand on le regarde. Bon, des trucs comme ça. Pareil, dernièrement, on a vu que sur l'astéroïde Cérès, il y avait une petite plume d'eau liquide, donc quelque part il y a une sorte de lac souterrain d'eau sous la surface de Cérès. C'est également le cas d'autres satellites de nos. Donc là c'est tout près. Ou les trous noirs à surface fractale, c'est sympa ça.
Alors, de toute façon, on va trouver... Alors, quelquefois, c'est des choses, on dit, bon, c'est intéressant, ça pourrait faire un peu de couleur locale. Est-ce que je ferai une histoire autour de ça? Bon, c'est pas évident, mais on accumule un petit peu. Et de temps en temps, alors c'est vrai que c'est pas mal dans une histoire de science-fiction, si on arrive, des auteurs qui ont fait ça, c'est quelque part, la base de l'histoire, c'est une rigueur scientifique. En général, ça ne fait pas des histoires très marrantes si la rigueur est trop scientifique. Donc au bout d'un moment, il faut couper. Mais c'est plus une question d'aller à la chasse aux papillons, de collecter les machins, et puis il y en a qui sont intéressantes. Mais en général, jusqu'à présent, dans la seule... j'ai écrit deux romans, il y en a un qui va sortir, puis dedans, il y a des éléments qui sont vraiment scientifiques, dans le sens où je pense que c'est sérieux, et je l'argumente un petit peu, mais j'en mets pas trop parce que ça peut être assez chiant. Et puis, surtout, c'est difficile d'en faire le cœur de l'histoire. Il y a un petit peu de ça dans Les Pousse-Pierres, il y a une sorte de vague intuition qui est à la base d'une partie de l'intrigue, mais appeler ça de la science, c'est un petit peu léger. Ok. Ce qui est important, à mon avis, alors ça dépend, en fait, ça dépend ce qu'on cherche dans la SF. Si on aime vraiment l'aspect scientifique des choses, si on est un fan de vulgarisation scientifique, etc., il y a ce qu'on appelle la hard science, qui est une branche de la science-fiction qui est supposée être très rigoureuse, très précise, qui ne parle pas forcément de choses qui existent, évidemment, mais de choses qui sont possibles, sur lesquelles il y a des théories éprouvées, etc. Qui peut d'ailleurs donner des bouquins assez marrants, où, comme tu le disais très bien, souvent ça part d'une idée, d'un concept scientifique. Un exemple très célèbre, par exemple, c'est La guerre éternelle de Joel Daman, qui décrit une guerre un peu plus classique entre les extraterrestres et les humains, qui se passe, pour le coup, vraiment space-up, dans l'espace, pas sur une planète. Et lui, comme il applique à la lettre le principe de la relativité, voilà, du coup, comme les vaisseaux humains se déplacent à des vitesses quasi luminiques, le temps s'écoule pour eux extrêmement plus lentement que pour les humains qui restent sur Terre, et donc ils accumulent un décalage temporel qui est gigantesque, et comme ce sont des militaires, ils continuent à accumuler leur solde pendant ce temps-là. Et donc ça se trouve, alors que c'est des soldats, c'est des troufions, mais ils se retrouvent à la tête de fortunes colossales, parce que pendant qu'ils font leur saut luminique, ils continuent à être payés sur Terre. Donc ça, moi je trouve que c'est marrant, parce que c'est des idées un peu inattendues, un peu saugrenues, et qui donnent des histoires qui sont parfois intéressantes. En l'occurrence, moi c'est pas du tout dans ce genre-là que je suis parti. Moi je suis parti dans vraiment l'autre branche de l'ESF, qui est, il faut que ce soit vraisemblable. Donc il faut que ça sonne, c'est du Canada Dry, il faut que ça sonne comme du vrai, mais après ça peut être complètement délirant. Moi, il y a des trucs que j'ai inventés de toutes pièces, qui sont complètement débiles scientifiquement, mais où on essaie de trouver une musique démo qui fait que c'est vraisemblable. Et à côté de ça, il y a d'autres aspects que j'ai utilisés où, pour le coup, je me suis renseigné, je me suis documenté, et ce qu'on sait déjà faire ou ce qu'on anticipe qui sera possible un jour était suffisant pour moi pour l'intégrer tel quel dans l'histoire. Et par exemple, j'ai toute une partie dans une sorte de cyberspace à la Gibson, donc très à la Matrix, ça parle peut-être plus aux gens, où là, c'est quelque chose qui existe pratiquement. On est vraiment aux portes d'avoir ça. Et donc je pense que voilà, c'est une espèce d'équilibre à trouver entre réel, extrapolé, délire vraisemblable et art science pure. Alors oui, la science dans le space-up, ça peut être le but ou le moyen en fait. On peut avoir une intrigue réellement scientifique, comme chez Larry Niven, dans les auteurs de art science, mais qui font du space opéra, qui font des trucs qui se passent dans un... Voilà, ou Forward, ou des auteurs comme ça, ou Baxter, qui fait des intrigues réellement autour de la science, où il y a un enjeu, il y a un jeu logique autour de la science. Mais il faut reconnaître que la plupart des space opéras ne sont pas du tout scientifiques. Même quand on en met, c'est pas forcément l'enjeu. Ça peut être le moyen, d'immerger le lecteur dans sa fiction. Moi, c'est mon cas. Moi mes fictions, dans mes fictions, dans ma SF, je suis pas un auteur de hard science pour moi.
c'est parce que l'aspect scientifique, enfin le côté vraisemblable, il est réellement au service de l'immersion. Voilà, donc c'est plutôt une sorte de pacte, voilà, c'est le niveau esthétique. Enfin, c'est une sorte de... Oui, c'est une musique démo. C'est une musique démo, c'est le une trou noir à la surface fractale, c'est tout de suite là. On ne sait pas ce que c'est, mais ça sonne bien. Oui, mais ça sonne bien, mais c'est parce que ça ne sonne bien que quand ça fait... ça ne fait bien que quand c'est vraisemblable dans la fiction. Et c'est là où justement les fictions se tiennent ou pas. C'est que voilà, il faut que ça fasse monde, sinon ça fonctionne pas. Mais même les scientifiques, pour moi, la science c'est plutôt, ce que je dis souvent, hein, c'est plutôt un tremplin. Et Larry Niven par exemple, quand il imagine son univers de l'anomonde, mais qui est plus général, je ne me rappelle plus voilà, de l'espace connu. Où il imagine le cœur de la galaxie qui est en explosion, où les soleils explosent, les soleils du centre galactique sont en train d'exploser en fait, et donc il y a une espèce de fuite de toutes les civilisations extraterrestres vers la bordure. Il prend l'image du centre galactique comme du cœur d'une centrale nucléaire, avec les atomes qui sont en train de fissionner. Mais en fait, c'est une analogie qui n'a pas de sens. C'est pas du tout les mêmes processus à l'œuvre. Dans un cas, il y a la gravité, il y a la gravitation. Dans un autre, c'est la force forte. Enfin, donc ça n'a aucun rapport. Mais et je pense qu'il le savait parfaitement. Mais c'est tellement porteur d'une image forte, c'est-à-dire cette galaxie en explosion, que on s'en fiche, même si la prémisse est fausse. L'important c'est le cheminement logique, quoi. Enfin, c'est la pelote qui se dévie, la pelote logique qui elle est jouissive à suivre. Voilà. On est vraiment le chat derrière cette pelote mentale qui se dévie devant nous, et voilà, c'est un jeu, c'est super ludique la SF. Voilà, on pourrait enchaîner sur une autre partie du space opéra, c'est tout ce qui est politique. L'aspect politique est souvent très présent dans des intrigues, notamment dans Dominium complètement, parce que là, au cœur d'histoire. Je crois que c'est dans les peaux épaisses aussi, où il y a pas mal de... On peut parler un peu de systèmes pas complexes, mais de relations, en tout cas sociales, compliquées. Alors le monde des peaux épaisses, comme du reste, hein, c'est un monde qui est dominé par l'économie. En fait, moi j'ai commencé le cycle à la fin des années 80, et on était en pleines années ultralibérales, même si le mot n'existait pas en fait. On disait libéral tout court, mais on était déjà dans un monde qui est celui hérité du cyberpunk aussi, c'est-à-dire cette espèce d'utopie, entre guillemets, post-État, mais où les grandes corporations font la loi. J'ai transposé ça dans le space opéra avec mes multimondiales. Voilà, quoi, c'est simplement... c'est vrai que le space opéra, surtout celui qui s'écarte de la hard science, il est très métaphorique. Il est vraiment l'image du monde qu'on veut donner, de notre monde qu'on veut, tel qu'on le perçoit, ou tel qu'on l'imagine, ou tel qu'on le projette dans un futur proche. Donc moi, c'était un monde dominé par l'économie. J'ai eu cette perception-là dès le départ. Et aussi le fait que les mondes... J'étais aussi... c'était une période où on voyait vraiment avec une grande acuité le fait que le monde était fini. C'était vraiment la période où on se rendait compte que, après tout, ça faisait seulement 20 ans que la Terre avait été photographiée de l'espace. Et donc on voyait la Terre finie, quoi, réellement prise dans un seul cliché. Et ce côté Terre vaisseau spatial, mais avec ce côté fini, on est aussi héritier de ça, quoi. Et le space opéra, c'est aussi peut-être celui d'aujourd'hui, c'est peut-être la volonté, qui peut être une volonté, enfin peut-être un réflexe régressif aussi, de retrouver l'innocence où on pouvait piller les ressources comme on voulait, absolument sans se préoccuper des conséquences. Ouais. Sans qu'il y ait forcément de discours d'ailleurs. Oui. Derrière, c'est au-delà d'un discours, c'est une simple perception de la réalité. Parce que dans Dominium, je me suis demandé pourquoi parce que c'est un roman éminemment politique. Ouais.
Mais tu aurais pu faire autre chose, un thriller, J'aurais pu. enfin, ouais, un polar, ou autre chose. Ouais, bah, je peux donner. Donc pourquoi avoir choisi voilà, d'exprimer avec... Parce que, enfin, je sais pas, c'était naturel. Les luttes de pouvoir, les rapports de pouvoir dans la société humaine, c'est au cœur de tout. Donc ça, moi j'ai l'impression que c'est difficile d'écrire une histoire, évidemment c'est possible, mais c'est difficile d'écrire une histoire, en tout cas à laquelle on a envie de donner beaucoup d'ampleur, qui se passe sur une longue période de temps, qui implique beaucoup de personnes, qui implique qui a des enjeux à l'échelle du peuple entier. C'est inévitable, on est obligé de parler de politique. Donc après moi de toute façon, comme mon idée initiale c'était de transposer les croisades dans un futur, forcément une croisade, à la base on a un prétexte spirituel, mais forcément le prétexte spirituel c'est quelques pourcents de la raison profonde, et ce sont des raisons politiques, des enjeux économiques et de pouvoir qui ont provoqué ce choc entre les civilisations. Et donc, du coup, à partir du moment où moi je décide de transposer les croisades, je suis obligé de décrire un contexte politique touffu, d'avoir des intrigues, c'est inévitable, c'est le corollaire. Arnaud, un mot là-dessus. Dans les pousse-pierres, c'était plus... Il y a une dimension politique, en fait elle était beaucoup plus présente dans la première version du roman, où j'ai coupé des choses. La suite reprendra un peu de ça, mais à la base il y a cette idée aussi de contraintes économiques, en l'occurrence dans l'histoire des pousse-pierres, on a sur Terre un pouvoir économique de corporation, des choses comme ça, qui est maintenu sur la planète alors que l'humanité, une autre partie, s'exprime dans le reste du système solaire. Et les deuxièmes interdisent aux premiers de sortir. Et en gros, ça fait le conflit, c'est la cause du conflit principal. Et la raison est quelque part un petit peu politique aussi. On n'est pas d'accord et on a le moyen de vous empêcher. Donc, de toute façon, je pense que quand on est dans une logique de space opéra un petit peu étendue, on est avec des sociétés. Donc, ce n'est pas des individus, on peut faire une sorte de space opéra qui est un peu l'histoire de quelques individus qui se promènent dans la galaxie. Mais très vite, on va s'apercevoir qu'on va vouloir mettre des sociétés, des planètes habitées par différentes peuples, races même, ou éventuellement tout ça même. Et donc, on va trouver de la politique, parce que forcément, tous les groupes d'humains, ils s'organisent de cette manière-là. Donc... Et puis, alors par contre, en général, c'est difficile d'être très imaginatif en politique sur ce qui peut se passer. On a un peu plutôt tendance à prendre des choses soit de la période courante, soit qu'on a peur, du passé, mais qu'on a peur qu'ils reviennent, et puis de les projeter dans le futur mais on fait un peu de la combinatoire de choses qu'on connaît. Il y a des cas où des systèmes, on peut toujours essayer d'inventer des systèmes politiques complètement différents, c'est pas évident. Un peu casse-gueule, peut-être amusant. Ok. Donc là, on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc on a fait la science, on a fait la politique, et là maintenant, si on parlait de nos amis extraterrestres, souvent donc les romans de space opéra sont des lieux de rencontres privilégiés pour des rencontres avec des ET. Donc moi, je voulais savoir un peu comment vous l'envisagez dans vos romans. Alors je crois que tout le monde peut en parler, oui. Dans les pouces. Bon, alors parler sur les autres, mais pas sur les ça va être compliqué. Donc comment vous, dans vos romans, vous l'envisagez, et comment vous l'envisagez dans notre réalité à nous? Est-ce que vous imaginez comment vous pourrez le concevoir pour nous terriens? Voilà, et notamment Laurent, avec Point Chaud, qui a fait un... Ah oui, alors il y a Point Chaud, il y a Aumale. C'est les deux pôles c'est les deux pôles de traitement de l'extraterrestre. Parce que dans Point Chaud, ce qui m'intéressait, c'était plutôt les réactions humaines face à l'altérité. Mais les extraterrestres que je présente, je les décris quasiment pas. Ils sont pas réellement traités. Ils sont traités hors de leur, ils sont pas traités. Ils sont présentés même hors de leur milieu. C'est des visiteurs, donc voilà, c'est plutôt des témoins et des déclencheurs plutôt que traités en eux-mêmes. Voilà. Et c'est des niveaux, j'allais dire, ils représentent une altérité.
quand je décris les Étis, qui sont des sortes d'aliens polaires qui errent dans la toundra du Grand Nord russe, en Sibérie, c'est presque une vision impressionniste que j'ai, c'est-à-dire que c'est une fourrure qui ressemble à du lait, comme des sortes de tentacules de lait, voilà, des choses comme ça. Voilà, on est du ressort du tactile, mais en fait, on n'en sait pas grand-chose. Sur Omal, alors là, c'est vraiment le point de vue inverse, où là, les extraterrestres étaient intéressants en eux-mêmes. Même en dehors de... Les humains ne pourraient pas exister dans le monde d'Omal. Le cycle, lui, pourrait. C'est ça qui était... Moi, c'était mon point de départ. C'était de relativiser tellement l'être humain qu'il peut devenir optionnel, finalement, dans le cycle. Et dans le projet initial que j'avais soumis à Marion Mazurik à l'époque, qui dirigeait la collection millénaire chez J'ai lu, c'était, je voulais, dans le premier volume, je voulais pas d'humains. Et elle m'a dit, oh là là là, mais le pauvre lecteur, pense au pauvre lecteur. Donc j'ai mis des humains, parce que je suis un auteur accommodant quand même. Mais à la base, il devait même pas y en avoir. Et ce qui est intéressant, moi ce qui m'a intéressé, c'est le développement, c'est-à-dire que c'est quelles hypothèses sur un extraterrestre qui sont trisexués par exemple, qu'est-ce que ça va induire comme... qu'est-ce qu'ils vont produire comme mythologie? Qu'est-ce qu'on produit comme mythologie, comme psychologie intime quand on est trisexué par exemple? Ou voilà, ou quand on a... Voilà, moi, pas savoir. Voilà, ou tu veux peut-être pas savoir, mais pas forcément, mais justement parce que qui est justement pas forcément des corollaires purement sexuels justement. Qu'est-ce que ça va induire comme comportements sociaux, et puis qu'est-ce qu'ils pensent de l'origine du monde, comment le monde a été créé, etc., etc. C'est ça et donc toutes ces couches de réalité, j'ai essayé de reconstituer un peu toutes les couches de réalité liées aux spécificités de chacun de mes aliens. C'est-à-dire, voilà, quelle est leur mythologie, quel est leur système familial, s'ils en ont un, quel est comment ils fonctionnent au niveau du droit, de toutes les couches de réalité. En plus de l'aspect purement physiologique, anatomique, etc. Et sur la réalité des extraterrestres aujourd'hui, tu as un avis là-dessus? Tu es convaincu que nous sommes passés dans l'univers ou... Ah, voilà, ça c'est un autre sujet qui vie. dépasse pour le coup la SF, parce que là on est hors SF finalement. Donc je donne mon avis d'individu, mais qui n'a pas d'influence sur ce que j'écris en fait. Tu en penses quoi? Moi j'ai une vision j'essaie d'avoir la vision la plus scientifique entre guillemets, c'est-à-dire il y a des très bonnes chances qu'il y ait de la vie. Maintenant, de là à penser qu'il y ait des petits hommes verts, ça, j'ai beaucoup plus de mal. Donc, je fais la différence entre la vie, la naissance de l'intelligence, qui n'est pas forcément automatique. Donc, quel est le pourcentage, on ne sait pas du tout. Oui, ça peut être une bactérie. Il n'y a pas de... Voilà. Est-ce qu'il y a une nécessité de l'accession à la conscience? À ma connaissance, non. Donc, la vie peut être partout, mais la conscience nulle part, ou très très rare. Et puis... cette notion de fenêtre aussi temporelle, quand on connaît la lenteur de la vitesse de la lumière, en fait, à l'échelle cosmique, même à l'échelle du système solaire. Donc, voilà, c'est 300 000 km/s, c'est très 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 long. Et pour communiquer à travers des années-lumière, c'est une vitesse d'escargot. Donc tout ça fait que voilà, je suis pas très convaincu par les théories sur voilà, des secoupistes et autres trucs, mais qui m'ont jamais vraiment intéressé même. C'est quelque chose qui m'a intéressé plutôt d'un point de vue anthropologique, parce que c'est-à-dire la façon de penser, c'est une certaine façon de penser qui est intéressante en soi, même les altersciences, c'est intéressant vu de l'extérieur, de comment on peut arriver à créer, à imaginer des sciences alternatives, enfin des champs alternatifs de connaissances, et ce sur quoi c'est basé, c'est des psychologies particulières qui sont intéressantes, enfin qui méritent d'être étudiées. Voilà. Mais j'ai pas sur les extraterrestres, donc voilà. Enfin voilà, le fond de ma pensée. Mais je suis un athée en tout, c'est-à-dire que si demain une soucoupe volante atterrit réellement,
et qu'on peut prélever, qu'on peut prélever des échantillons qu'on puisse analyser, et que c'est concluant, et ben voilà, ils existent, mais tant que c'est pas le cas, il y a quand même de bonnes raisons de croire que c'est peu probable. François, un avis? Pareil que Laurent. C'est-à-dire l'idée de créatures, d'entités suffisamment évoluées et intelligentes pour être capables de traverser les gouffres, les abîmes qui existent entre ne serait-ce qu'entre les systèmes stellaires, qui viennent chez nous et qui se cachent. Ça me paraît vraiment très très improbable. Et on ne voit pas très bien pourquoi. Et par contre... tu fais partie du complot, c'est pour ça. Oui. Mais par contre, moi je suis intimement convaincu, vraiment c'est de la conviction, parce qu'il n'y a pas d'argument scientifique concret à apporter à cette hypothèse, mais je suis convaincu, ça paraît inimaginable, compte tenu du nombre d'étoiles et du cortège planétaire qu'il y a forcément autour de chacune d'elles. Je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas de la vie ailleurs, et même dans de telles proportions que j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas des civilisations ailleurs. Par contre, comme le dit Laurent, la probabilité qu'il y ait deux civilisations à peu près au même niveau de développement dans une portion de l'univers suffisamment rapprochée pour pouvoir communiquer, ça malheureusement, en termes de probabilité, c'est pas impossible, mais la probabilité doit être extrêmement faible. Quoi. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage, mais quand on voit que rien que notre galaxie à nous contient de mémoire en moyenne 200 milliards d'étoiles, je ne pense pas qu'on connaisse ce chiffre exact, que donc 200 milliards d'étoiles, il faut se complémenter ce que c'est, que chacune de ces étoiles a un cortège planétaire de plusieurs planètes et que ne serait-ce que, je sais pas, 1% aura une planète habitable, c'est-à-dire dans la zone habitable autour de l'étoile, ça laisse une proportion de millions de planètes sur lesquelles la vie peut apparaître. Si on laisse le temps, à savoir plusieurs milliards d'années pour que ça se produise, ça s'est produit sur Terre, il n'y a aucune raison de penser que ça ne peut pas se produire ailleurs. Et c'est pareil pour l'intelligence. Je pense que c'est qu'une question de temps. C'est-à-dire que si on laisse le temps, on ne sait rien. Alors, je pensais plutôt à la conscience, l'émergence d'une conscience de soi, j'entends. C'est difficile à savoir, mais c'est quand même vraisemblable, c'est plausible. Donc, mais par contre, les films verts, effectivement, ça fait quand même... Je pense que là, on est plus dans l'effet de mode. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque, ça dit quelque chose de l'époque où c'est apparu. Dans les années 50, on a commencé à voir fleurir des photos floues en noir et blanc, d'enjoliveurs en suspension et en mouvement dans l'appareil photo. C'était la guerre froide, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et puis on remarquera que depuis, c'est passé de mode. On n'entend plus jamais parler de ça, c'est comme le monstre du Loch Ness, c'est des choses qui surgissent de temps en temps et c'est difficile de leur accorder du crédit. Quand même. Et dans ton roman? Alors, moi en fait, moi j'avais envie de bâtir une espèce extraterrestre qui ne soit pas tellement différente de nous. Donc je suis parti sur des créatures qui sont plutôt humanoïdes, donc qui ne sont pas ressemblantes comme deux gouttes d'eau, mais qui ne sont pas radicalement différentes. Elles ne font pas 4 mètres de haut ou 30 cm de haut, elles n'ont pas 15 bras, 12 yeux, c'est quand même assez proche. Et par contre, ce qui m'amusait, moi, c'était d'imaginer tout ce qui pouvait, tout ce qui était de l'ordre de l'incompréhension. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se comprend pas? Et donc pour ça, j'ai fait presque des oppositions systématiques. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les humains qui sont redevenus très très croyants, qui sont tous fanatisés, et qui acceptent le message de la Bible vraiment au pied de la lettre. Et en face, on a une civilisation extraterrestre qui, elle, n'a pas inventé le concept de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'en a pas éprouvé le besoin, ou juste, bon, ça s'est pas fait comme ça, ils ne comprennent même pas ce que c'est. Et donc ça déjà, c'est une source d'incompréhension qui est très forte, et en même temps, tout ce qui est incompréhension permet des échanges, et permet paradoxalement d'arriver à mieux se connaître. C'est-à-dire on bute sur quelque chose, même on se bat au début pour ça, et puis petit à petit, ça amène à soi-même à se poser des questions. En Dieu, car ils n'ont même pas imaginé le concept de Dieu, ils n'ont pas éprouvé le besoin d'expliquer la naissance de l'univers grâce à une entité immanente et omnipotente. Pourquoi? Ça, après tout, j'y avais jamais pensé pourquoi. Et moi, je pense que ce genre d'incompréhension fondamentale, c'est-à-dire sur le fond du problème, parfois peut, malheureusement, après quelques éclats et versements de gouttes de sang, peut amener à mieux se comprendre.
Arnaud, un avis? Alors peut-être pour remettre une petite couche peut-être sur le côté vie dans le reste de l'univers. En fait, il y a juste un point de vue qui est assez intéressant. Depuis quelques années, il y a toutes sortes d'études qui visent à essayer de préciser le rôle que la vie a joué sur la planète Terre au sens vraiment macro, c'est-à-dire par exemple qu'est-ce qui se passerait, comment serait la Terre dans sa zone habitable avec tout son truc s'il n'y avait pas eu de vie. Donc déjà il y a des choses qu'on sait, par exemple l'oxygène qu'on respire, c'est pas un oxygène minéral qui est généré, l'oxygène il est généré par une forme de vie parce que c'est une molécule qui est très réactive, donc s'il n'y a pas de la vie qui en génère en permanence, elle s'oxyde, ça fait des oxydes qui deviennent des minéraux. Mais par exemple, il y a aussi le fait que la variété des minéraux sur la planète a été décuplée avec l'apparition de la vie. Si on n'a pas de phénomène biologique, on a en fait une vie même minérale qui est très pauvre. Et même des choses comme les opérations de tectonique des plaques ou de choses comme ça suppose une certaine... par exemple, les sédiments faits par les entités vivantes depuis des millions, même des milliards d'années depuis l'apparition sur Terre, ont une influence sur les mouvements tectoniques des plaques. Et entre autres, du point de vue de l'exploration spatiale, par exemple, ça permet de comprendre que quand on va regarder une étoile, bon, les exoplanètes, on commence à les voir un petit peu vraiment sous forme de minuscules brins d'information, mais on a des télescopes qui deviennent de plus en plus puissants et surtout qui vont chercher à analyser qu'est-ce qu'il y a sur cette planète, et on sait qu'on peut trouver des composants, par exemple, qui n'ont pas de sens s'il n'y a pas au moins un minimum d'une forme de vie. Donc je pense que dans les années qui viennent, on va en apprendre beaucoup plus sur la réalité de la fréquence de la vie biologique de base. Alors le niveau le plus bas, c'est le virus et la bactérie. C'est unicellulaire, mais en plus c'est des cellules très simples. Il y a eu sur Terre plusieurs étapes successives avant d'arriver à l'intelligence. Par exemple, avant de commencer à avoir des plantes et des animaux, on a eu des bactéries qui se sont incluses à l'intérieur d'une autre et qui se sont spécialisées, qui ont fait les chloroplastes et les mitochondries, donc qui ont permis d'avoir une vie biologique plus active. Ça, par exemple, c'est un truc qui est arrivé une seule fois sur Terre. Il n'y a pas deux sortes de mitochondries. Et à un moment, c'est arrivé, puis c'était tellement efficace. Et c'est arrivé un peu relativement tard par rapport à d'autres trucs. Donc en fait, détecter la présence de choses comme ça dans l'espace sera extrêmement intéressant pour arriver à mesurer justement ce fameux l'intensité du paradoxe de Fermi. Pourquoi est-ce qu'on entend parler de rien? Alors après, il y a le cas, ok, on peut avoir des bactéries, éventuellement des sortes d'algues ou de systèmes, déjà donc des plantes multicellulaires, un peu structurées, des animaux et des animaux capables de devenir des individus et non pas des trucs comme des éponges. Bon, on va avoir plusieurs étapes comme ça, et pour l'instant, on en est encore à arriver à mesurer la probabilité que ces choses-là arrivent. Donc ça, c'est bon, moi aussi, je suis assez confiant je pense très confiant que la vie existe d'une manière générale. Ce qui est assez peu probable, c'est effectivement qu'on en rencontre des extraterrestres dans notre espace-temps. De ce point de vue-là, il y avait Reynolds, il y avait dans Janus, là, Pushing Ice, son roman, il avait imaginé une idée assez intéressante pour des civilisations extraterrestres se rencontrent en utilisant justement la relativité et la distorsion temporelle. C'est-à-dire, en fait, une civilisation, à un moment, elle décide de faire des objets qui vont explorer la galaxie, le monde, et qui vont servir de piège à appât à des groupes d'entités. Donc, typiquement, il y a un vaisseau spatial terrien qui se trouve capturé par ça. Et ces appâts projettent dans le futur en accéléré. Et dans le futur, dans des millions d'années dans le futur, finalement, on arrive à resynchroniser les périodes d'existence de ces espèces-là, et ils sont dans une sorte de zoo. Donc, et là, on les met en à Spin. C'est aussi l'argument de Spin. Il y a l'argument de Spin qui fait ça aussi, oui.
Dans le cas de, je crois que... qui met la Terre en stase, voilà. enfin, et d'autres, Il y a plein l'accélération d'autres autour, trucs ouais. pour que justement toutes les civilisations se retrouvent au Resynchroniser même niveau. alors, Qui le a problème, pompé. c'est voilà. Alors, il faut s'arranger pour synchroniser Il y a le juste avant premier la fin Star de Trek l'univers aussi. quand même, parce que Il y a le sinon ça premier fait un Star peu dommage. Trek aussi, où Voyager revient, et puis avec un monde dans Ouais, lequel mais il y a c'est du vraiment- témoignage. Enfin, je veux dire, elle enregistre des données, mais Ouais. c'est pas Voilà. pas les trucs eux-mêmes. Mais là, Voyager, par exemple, C'est dans le une sorte cas de de gros Voyager, hologramme. il a réussi à, en fait, à pas avoir besoin d'accélération temporelle pour faire son truc. On suppose qu'il arrive à bouger plus vite que la lumière. C'est une grande banque mémorielle, Voyager. Mais bon, c'est... Bon, on peut parler longtemps. Hein, Oui, c'est sûr. Donc il nous reste 10 minutes avant de finir. Donc on a fait un peu une overview un peu de tout ça, des grands thèmes. Est-ce que vous pouvez parler rapidement de comment vous écrivez, là au niveau, je sais pas, le jour, la nuit, vous écrivez non-stop pendant 15 jours, ou c'est le week-end, enfin, comment ça se passe? C'est par pousser, par c'est travailler, comment Je me lance. Déjà, moi déjà j'ai plein de petits carnets de notes dans lesquels je note des idées. Et les idées sont numérotées. Alors c'est des idées, des noms, des concepts, des bouts de dialogue, des noms de planètes, ce qu'on veut, tout élément qu'il y a. Je le mets dans les trucs. Et puis quand je vois qu'il y a des idées qui peuvent résonner sur d'autres idées ou qui se rapportent à des dialogues et tout, je mets entre parenthèses le numéro de note auquel ça se réfère. Donc c'est une sorte d'hyperlien sans le net, on va dire. C'est une sorte de concept d'hyperlien. Et en fait, quand j'ai suffisamment de liens comme ça, suffisamment de notes, en général, ça donne entre 2 et 300 notes. Là, en général, il commence à y avoir une histoire qui émerge d'elle-même, de ces liens, en fait. Et l'histoire émerge, j'ai même pas besoin de réellement créer l'histoire, en fait, elle se crée toute seule, à partir de ces liens-là. C'est pour ça que je dis que c'est quand même un boulot de feignant, dans le sens où ça vient par émergence. Ouais, l'histoire est un phénomène émergent de ce système de notation. T'as même pas une intelligence Oui, artificielle qui fait... Et tu n'as pas vraiment de plan, en fait, t'as pas de plan de construction, ça vient... Alors, au bout d'un moment, j'en fais un, mais c'est un vague plan, en général, je sais où je vais, mais pas forcément comment. Tu as la fin, en général? Souvent, ça m'est très Pas la rarement arrivé d'en changer en cours de route, ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois quand j'ai trouvé mieux, mais non, en général, la fin, c'est un peu une sorte de phare dans la nuit, Ouais. et je me guide dessus, mais du coup, ça me permet quand même de louvoyer quand je vois des écueils narratifs. Je le vois autour. Mais j'ai quand même, je sais où vous êtes. Globalement. En revanche, le phénomène de la page blanche, tu connais pas, en fait. Non, du coup, non. En revanche, voilà, à partir du moment où je décide de commencer l'histoire, là, par contre, je la rédige chronologiquement. C'est-à-dire que je n'écris pas des bouts. Voilà, à partir du moment où j'ai mes notes, où j'ai puis j'ai des pages d'improvisation aussi. Mais à partir du moment où j'ai mes notes, où je sais globalement, j'organise ça dans ma tête et je me mets à écrire. Et là, par contre, j'ai un rythme d'écriture auquel je m'astreins tous les jours. Voilà. À partir du moment où je me mets à rédiger, j'ai un rythme. Le jour, la nuit? Non, le jour, au début, j'écrivais de nuit, puis ma copine m'a dit, voilà, c'est toi, c'est moi ou l'écriture. J'ai choisi ma copine, mais finalement, j'ai pas sacrifié l'écriture parce que je me suis mis à écrire le jour et je me suis aperçu que ça le faisait quand même. Et c'est quoi? C'est 2 heures, 3 heures? C'est pas une question d'heure, c'est une question de page. Donc quand je suis inspiré, j'arrive à faire mes pages en 1 heure ou 2, et puis quand je suis pas inspiré, il me faut toute la journée. Et tes personnages, tu les Et à ce moment-là, je tourne en cage. Oui, j'imagine. Et tes personnages, tu les détailles avant? Tu as des... Alors, si je les détaillais, je pense que je dirais un saut qualitatif dans ma prose. Justement. Oui, c'est ce qu'il faudrait que je fasse. D'accord, donc tu ne le fais pas. Non, parce que disons, ma manière de prendre mon pied à écrire, c'est de partir du monde. C'est vraiment de partir de l'univers. Et les personnages sont eux-mêmes sécrétés par le milieu dans lequel ils évoluent. C'est un peu des vecteurs de ce que j'ai à exprimer ou de la façon dont le monde vit, en fait. C'est-à-dire que le monde s'exprime via les réactions de mes personnages vis-à-vis de leur environnement et vis-à-vis d'eux-mêmes. J'ai une vision un peu écologique de la chose à tous les niveaux, et là j'ai été très influencé par Frank Herbert,
où j'ai perçu qu'il fonctionnait un peu comme ça. Enfin, moi, en tout cas, ça a été ma perception quand j'avais une vingtaine d'années et que j'ai commencé à écrire. J'ai l'impression qu'il avait vraiment une vision de ces personnages et même de la psyché de ces personnages qui était profondément écologique. Et est-ce que ton style a évolué depuis ces 20 dernières années? Alors, tu sens une vraie évolution? Ouais, quand même. Au début, c'était tellement mauvais. En fait, j'ai commencé à faire mes classes au Fleuve Noir, qui était vraiment l'éditeur populaire où le système économique du fleuve, c'était on signait un contrat, on livrait le bouquin apparaissait dans les 3 mois. Donc il y avait une sorte de régularité imposée qui obligeait à s'autodiscipliner. Et je connais des auteurs qui n'ont pas tenu ce total parce qu'ils n'arrivaient pas, parce qu'on a une liberté totale, et ils n'arrivaient pas justement à terminer un bouquin, quoi. Le tout, c'est d'arriver à terminer le bouquin. Le fleuve ne demandait pas autre chose. C'est-à-dire, il demandait des bouquins courts de 200 pages à pouvoir livrer régulièrement des histoires. Et donc, ça a été une école d'efficacité. Le fleuve Noir était une école d'efficacité, j'allais dire, par sa propre absence de travail éditorial. Alors, il aurait fallu, dans mon cas, un peu plus de travail éditorial, ça c'est clair. Mais en même temps, ça m'a obligé, ça m'a discipliné. Voilà. Donc, ça fonctionnait comme ça. C'était le bon temps. C'était le bon temps. Alors moi, j'ai pas du tout le recul de Laurent, parce que j'ai fait 40 ans. Mais qui m'a pris quand même 10 ans. 10 ans. 10 ans, ouais. Et pourquoi? Parce que déjà... Bon, chez Fleuve Noir, c'est râpé. Hein. Et pourquoi? Parce que déjà, il faut travailler pour vivre. Et donc, j'écrivais parce que moi, je suis indépendant, je suis illustrateur, donc j'ai des phases de travail qui sont plus ou moins denses. Et entre deux commandes, deux productions, du coup, j'en profitais pour écrire quelques pages, un chapitre, etc. Et puis parfois, quand on peut travailler sur un film ou un jeu vidéo, ça m'est arrivé de pas écrire pendant 6 mois. Forcément, mécaniquement, les durées s'allongent énormément, puis en plus, c'est quand même un gros pavé. Et donc, en fait, comment je fais? C'est assez classique et en même temps, j'ai l'impression assez laborieux. J'essaie d'abord d'avoir un squelette très léger et le plus rigoureux possible. Parce que je me dis, c'est un peu comme un dessin en fait. Si l'esquisse n'est pas impeccable, s'il y a déjà des fautes de perspective ou des fautes d'anatomie sur l'esquisse, la peinture sera ratée. On ne peut pas rectifier après. Donc je me dis, il faut que le squelette soit vraiment parfait. Donc je relis énormément le squelette, c'est très laborieux. J'attends des fois des longues périodes pour l'oublier, pour avoir un peu de recul et me rendre compte s'il y a des problèmes ou pas. Ensuite, je rajoute un peu de chair. Donc en fait, ça commence par une espèce presque de table des matières, on peut dire ça. Puis après, je commence à donner un petit peu de détails. Et puis de là commencent à émerger les personnages dont je vais avoir besoin. Et donc je commence à faire une sorte de fiche de personnage à côté pour avoir un peu plus de chair sur les personnages. Et puis c'est comme ça un processus, c'est presque les couches de l'oignon à l'envers. Au lieu de l'éplucher, je construis. Et à un moment donné, je franchis le pas et j'établis vraiment la prose finale. Au lieu de rester juste à des notes, qui sont parfois, dans un français limite, c'est du texto, quoi. Là, cette fois-ci, je donne vraiment de la chair, et c'est là que le bouquin devient énorme et ingérable. Et même à partir de ce stade-là, il y a énormément de relecture. L'éditeur t'a beaucoup aidé, alors? Non, parce que comme c'est un premier roman, je l'ai fait entièrement dans mon coin, avant de le soumettre aux éditeurs. Il a corrigé des choses? Alors bien sûr, il y a eu un travail éditorial très important derrière, mais on n'a pas du tout touché à la structure ou à l'histoire, on n'a pas interverti des scènes où il y a eu des petits ajustements à la marge, mais après ça a plus été une somme assez colossale, il faut dire, de détails. Donc des détails de style, de français, parfois de détails de psychologie de personnages ou de dialogue aussi. Les dialogues ne sont pas toujours... L'histoire en elle-même n'a pas beaucoup changé, parce que je pense que j'avais justement tellement travaillé sur la structuration de la narration, où j'avais vraiment fait, c'était presque un travail méthodique, presque mathématique. J'avais plusieurs fils narratifs, et après j'ai découpé, je les ai intercalés les uns avec les autres, en vérifiant que les informations arrivaient dans le bon ordre. Pour pas m'emmêler, j'avais même des codes couleurs souvent, un espèce de travail de psychopathe, de perfectionniste. Oui, c'est l'antigène fort, là. Oui, c'est presque l'opposé, ouais. Ah ouais. Façon de travailler complètement différente.
Et c'est beaucoup moins efficace en termes de production. et donc au final, avec l'éditeur, on a travaillé vraiment sur le détail fin, le réglage fin, quoi. Et certaines choses qui parfois avaient pas tout à fait le bon ton, trop naïf pour telle scène, ou trop elliptique pour une autre, ou au contraire trop explicatif pour une autre. Et donc on a adapté comme ça. C'était un gros travail qui a pris 1 an quand même, pour les 2 tomes. Mais au final, moi j'avais qu'une peur, c'est d'avoir des regrets. Je voulais pas que le livre paraisse et que 2 ans après, en ayant du recul, tout à coup je me rends compte d'une énorme erreur, d'une contradiction, d'une chose que j'avais pas perçue sur le moment. Et donc j'ai préféré comme ça faire une espèce de travail de bête de somme le plus longtemps possible pour être certain que ce soit exactement ce que je veux. Et là, il te plaît? Je peux pas dire. C'est toujours pas? J'ai aucun recul, je suis incapable. On va attendre 2 ans. Hein. Ouais. Oui, au minimum. Mais je sais pas, ça c'est vraiment ça, mais je pense que c'est propre à tous les artistes. Même quand je fais une image, je suis incapable de dire si elle est bien ou si elle est pas bien. Et en fait, donc, tu penses que cette manière de travailler, tu vas la garder? Bah, pour l'instant, c'est la seule que je connais, donc je l'ai Ouais. produit sur mon nouveau, en essayant de la rationaliser un peu. Parce que j'ai fait beaucoup d'allers-retours sur Dominion Mundi, où en fait j'étais parti justement avec un squelette qui était trop lâche, qui n'était pas assez précis et rigoureux, et au bout de, je sais pas, j'avais écrit un bon quart, j'avais rédigé un bon quart de bouquin, et où j'ai commencé à me rendre compte que j'allais au-devant de plein de problèmes, des choses auxquelles je n'avais pas pensé, et il a fallu que je revienne en arrière, que je reprenne le squelette, et du coup que je réécrive des chapitres entiers. Et ça m'a un peu vacciné, donc je prends beaucoup plus de temps sur le squelette, sur le nouveau, en espérant justement que du coup, après, il n'y a plus qu'à mettre de la chair et à dérouler le truc jusqu'au bout. Voilà. Très intéressant. Arnaud, comment travailles-tu? Alors moi aussi, je suis un peu un fanatique de faire un plan précis, avec en particulier, enfin, je me sers d'Excel avec des fils de couleurs pour les personnages, pour être sûr que... Tiens, c'est plus... Alors, au début, la logique, elle est plus d'avoir une histoire cohérente du début jusqu'à la fin. Ce qui m'arrive quand même souvent, donc j'essaie d'avoir un ensemble de scènes plus ou moins larges, qui se tiennent. En général, c'est assez précis au début, puis vers la fin, bon, ben, grosso modo, il va se passer ça, on va arriver à tel endroit. Ce qui arrive quand même souvent, c'est que, pareil, on a un plan, à tout moment on a un plan, mais le plan change. Parce qu'il y a des moments où en écrivant effectivement la chose, on se rend compte, en écrivant une scène, par exemple, où il y a 2 personnages qui devraient à la fin prendre une certaine décision et faire ça, puis en fait c'est pas logique qu'ils le fassent. Quand on écrit le truc, on se rend compte que ce qu'on veut leur faire faire, ça ne parle pas. Et donc il faut tout changer, parce que ça veut dire quelque part, on a un peu supposé que son idée initiale tenait la route, mais elle ne tient pas, par exemple. Typiquement, ce qui arrive, c'est que on voudrait qu'un personnage prenne telle décision, mais c'est incohérent. Il faut lui donner des raisons. Il faudra écrire avant, il faudra revenir avant pour lui construire un arrière-plan et une histoire, pour qu'il ait envie de prendre cette décision-là et que ça paraisse naturel. À ce moment-là, on peut le faire. Donc il y a pas mal d'allers-retours comme ça avant d'arriver à faire un premier jet, où en gros on a un ensemble de scènes qui sont... Moi j'écris souvent un premier jet qui du point de vue du style n'est pas terrible, hein. Vaut mieux que personne ne le lise. Donc on détruit les manuscrits après, mais qui au moins, on a la structure en scène qui se tient, et puis après il y a juste à retravailler, mais ces scènes sont logiques, cohérentes, et après il faut travailler pour qu'elles soient élégantes et agréables à lire. Et travail d'éditeur aussi important. Il y a plus eu de la forme, mais en fait, moi j'avais fait un travail avec Cocyclix, qui est un collectif de jeunes écrivains, et puis j'avais montré la première version, enfin après Cocyclix, j'avais montré à Jean-Claude Dugnac la première version du truc, il a très gentiment accepté de le lire, et puis il m'a listé des tas de trucs monstrueux que j'ai rapidement travaillé. Ça a été le principal, son travail à lui a été la principale influence éditoriale que j'ai eue. Après, Riez n'a pas fait trop de changements. Donc, il nous reste encore 5 minutes, 2 questions pour finir. Donc on dit que le genre est en danger, les ventes sont compliquées en librairie. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que vous sentez est-ce que vous avez des remontées du terrain un peu de tout ça ou...
Peut-être que Laurent a peut-être plus d'expérience, que vous avez des... Moi, j'ai pas l'impression que ça aille si mal que ça. On a le genre, il a touché le fond il y a plus de 10 ans en fait. Donc, quand la crise du livre est arrivée, c'est surtout la fantaisie qui s'est cassé la gueule. Mais la SF, elle avait déjà des ventes très faibles. Ça n'a rien changé quasiment sur la SF, qui avait des ventes faibles de toute façon depuis les années 90, on va dire. Donc ça n'a pas changé grand-chose, non. Et au contraire, la plupart des éditeurs, là, depuis 2 ans, me disent « Ah ouais, il y a et les libraires qui me disent « Ah ouais, non, la SF, ça revient un peu. » Alors par défaut, hein, c'est aussi parce que la fantasy ne marche plus, on marche beaucoup moins qu'avant. Il n'y a qu'à peu près les romances paranormales qui fonctionnent aujourd'hui, réellement au niveau des ventes. Et même là, ça commence à tousser. Voilà, donc non, la SF, c'est des ventes qui se maintiennent, qui sont faibles, mais qui se maintiennent. Enfin, en tout cas, d'après ce que j'ai reçu comme feedback, alors il y a peut-être des professionnels plus au centre du truc que moi, pour le coup. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu récemment. Voilà. Et puis, et mes chiffres de vente, à moi, sont stables dans la modestie voilà, du noyau de fans SF, on va dire. Pareil pour vous, vos ventes, vous êtes satisfait? Moi j'ai énormément de chance parce que le livre marche bien, il faut même le réimprimer. Donc ça c'est vraiment la surprise divine, c'est le dire. Et non, je pense qu'on est confronté dans le genre à 2 problèmes. Moi je connais très très mal l'édition parce que je suis nouveau dedans, mais de manière plus générale c'est valable pour le cinéma, les jeux vidéo, la BD, etc. C'est le problème même pour les SF en général. C'est que, en fait, il y a une grosse différence entre la France et la mentalité anglo-saxonne dans la perception de la SF. En France, la SF, c'est pour les mous. Il faut être clair. On lit de la SF, on a un gamin. Alors, si on est vieux, on a un gamin attardé, mais on a un gamin. La SF, c'est pas noble. C'est pas la littérature blanche. C'est pareil chez les libraires, je te rassure. Oui, non, mais c'est un lieu commun très, très répandu. Et donc, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents à aller vers la SF à cause de ça. Parce qu'ils disent, bon, a priori, l'histoire de petits vaisseaux qui tirent des lasers dans l'espace et qui font du cucu, ça m'intéresse pas. Alors évidemment, la SF, c'est pas ça. C'est en partie ça, mais c'est pas que ça. Et l'autre problème, ça c'est une impression que j'ai pas je peux pas l'argumenter concrètement, mais j'ai l'impression que chez les lecteurs aussi, il y a aussi une réticence pour la SF française, il y a parfois une réticence pour la SF française, parce que, comme si on n'était pas légitime en fait. C'est-à-dire que ceux qui ont inventé la SF, c'est les anglo-saxons, c'est vrai. Même si on peut trouver, historiquement, on peut trouver des choses. Mais... Non, mais c'est grec. L'invention est grecque dans l'Antiquité. Bon, la SF, si on dit la SF de manière... Non, mais même les SF qui se vendaient, Jules Verne. C'est crème débat, c'est bien. Non, mais c'est vrai qu'une ESF, la SF des Pulps, nous est revenue à la Libération. Non, pas du tout. Il y a une... Bon, enfin bref. Mais bref. Le style... C'est un autre débat. Voilà, dans l'esprit du grand public, la SF, en littérature comme en cinéma, c'est des utopies. Non, mais je dis pas que c'est justifié. Non, mais le grand public n'a que la vision cinématographique, qui est... mais ils connaissent que le cinéma, ils connaissent pas les littératures. Moi, c'est ça, je parle de la perception du public. Et donc, comme le public a cette perception qu'en tant que Français, on n'est pas forcément légitime à écrire de la SF, du coup, il est peut-être réticent pour aller vers des romans de SF françaises, là où les grands écrivains de SF anglo-saxons, les plus connus, les stars du milieu, vont vendre sans problème des chiffres plus que raisonnables. La SF française va traîner la patte à cause de ça. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ça joue, ça. Je n'ai pas vraiment grand-chose à dire là-dessus. Ouais, parce que, pareil, je ne connais pas très bien le milieu. Ouais. Je sais qu'il y a des discussions qui sont sur certains forums. Il y en a eu en particulier, justement, sur cette question, pourquoi nous aiment-ils pas, etc. Je pense qu'il y a effectivement un problème entre le public français et la SF en général. Bon, mais je ne sais absolument pas quoi dire sur le sujet de pertinence. Il faut que entendre des choses. Quelque part, le succès de la SF dans le monde de la BD et du cinéma et son contre-succès par opposition dans les livres, quelque part il y a ce côté image
qui est pratiquement, c'est ça la grosse différence, c'est que cette image-là, c'est vrai que les gens aiment bien aller voir des films, des vaisseaux spatiaux qui posent dans l'espace, des planètes, des trucs. Ils ont du mal, en lisant un livre, à retrouver cet univers-là mentalement. Donc peut-être que c'est quelque chose qui pourra changer à un moment. Je pense qu'à l'époque, à l'époque du Fleuve Noir, justement, où il y avait énormément de gens qui lisaient des choses comme ça et qui l'aimaient, ils n'avaient pas besoin d'avoir des films de SF pour eux, c'était tout un monde. Donc quelque chose a été perdu. Il n'y avait pas ce qu'on appelle la concurrence des médias. Donc si on voulait s'évader, s'évader dans la fiction, il n'y avait pas le choix. On achetait un bouquin de gare et c'était formaté pour. Je veux dire, les livres étaient formatés pour durer le temps d'un voyage. C'était ça, les livres de gare, c'était ça, c'était pour durer le temps d'un voyage. À partir du moment où tu peux sur ton smartphone, ne l'écoutez pas. Voilà, à partir du moment où on peut jouer à un petit jeu vidéo le temps d'un voyage, il n'y a plus besoin de bouquin. Mais ça a touché toute la lecture d'une manière générale. Moi, moi j'ai ma vision, alors elle est très partielle, je pense, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec François. Je pense qu'il y a sur la SF, sur le déclin de la SF depuis les années 80 en fait, aux États-Unis, il y a eu une migration des auteurs de SF vers la fantasy à l'époque, parce que la SF était en train de s'effondrer. En France, ça a mis 10 ans, on va dire, à se concrétiser comme ça. Moi, je suis assez... alors, j'avais lu un bouquin rigolez pas, qui s'appelait L'effet science-fiction des frères Bogdanov. Et autant scientifiquement ils peuvent être contestables, autant l'étude qu'ils avaient fait sur la science-fiction était vraiment très intéressante. Ils étaient allés interviewer plein de gens sur ce qu'ils pensaient de la SF. Et justement, pas des spécialistes, des gens, ils avaient été interviewés, Georges Marchais, le pape, ils étaient très people, déjà à l'époque. Mais en tout cas, des gens qui n'étaient pas du tout, a priori, qu'on n'aurait pas interviewé là-dessus. Et donc on avait des vraies réponses de ménagères, quoi, de moins de 50 ans. Et c'était très intéressant parce que je trouvais qu'on voyait vraiment pour le coup ce que c'était que le grand public. Parce qu'on n'en a pas du tout idée. Et ce qui dégageait, c'était que... moi, l'impression que ça me donne, c'est que le succès de la SF, c'est-à-dire des années 50 aux années 70 incluses, c'est-à-dire l'époque d'or de la SF, où la SF pouvait se vendre à centaines de milliers d'exemplaires, et s'est vendu à centaines de milliers d'exemplaires, c'était une époque où on pouvait... où le futur faisait moins peur que d'habitude. Voilà, c'était les 30 Glorieuses, et ça se ressent, on pouvait se projeter dans l'avenir. Le futur était moins anxiogène qu'il ne l'est, et quand le futur est anxiogène, on n'a pas forcément envie d'avoir quand on achète un bouquin, d'avoir un bouquin qui se passe dans une période qui fait peur, justement. Dans lequel, déjà, fondamentalement, une réflexion moi, qui m'avait frappé, alors c'est peut-être faux, mais ça m'avait frappé quand même. C'était, quand même, quand on achète un bouquin de science-fiction, en tant que lecteur, on va lire une aventure dans laquelle, soi-même, on est mort depuis longtemps, des fois. Et, ouais, en fait, c'est tout con. Mais c'est vrai. C'est-à-dire quand on En fantaisie, on n'est même pas né. Eh ben justement, mais oui, mais là, on est mort. Enfin, on est d'une civilisation disparue. C'est-à-dire que ça nous met face, même du Star Wars. On est face à une fiction qui nous dit, en creux, vous, tout ce que vous êtes, tous vos descendants ne laisseront pas de traces. Ou quelques atomes radioactifs pour le post-apo. Mais voilà, et donc ça met le lecteur dans une situation anxiogène, j'allais dire fondamentalement. Et même si on décrit une utopie finalement, hein, c'est indépendant de l'histoire elle-même, je veux dire, indépendamment de l'histoire elle-même, on est déjà dans quelque chose de bizarre avec la SF. Et il y a une époque où on pouvait, disons, massivement se projeter. Alors, pour le coup, je pense qu'il y aura toujours un noyau de lecteurs SF, il y aura toujours suffisamment de lecteurs qui seront intéressés, parce qu'il y a toujours le geek de la classe qui s'intéresse à ça. Voilà, sur les 30 élèves, il y a toujours un taré, bon, il se trouve que c'était nous,
voilà, qui sont intéressés à des histoires de robots, d'extraterrestres et de machin. Mais il y a eu une époque où il n'y avait pas que ça. Effectivement, c'était une époque où il y avait beaucoup de SF qui passaient les 100 000 exemplaires. Et là, c'est plus le cas. Mais en même temps, je pense que, enfin, je suis pas pessimiste. Je pense que c'était une parenthèse enchantée, mais le genre est pas mort du tout. Et il est très vivace au niveau de la créativité, je trouve. Ah oui, ça c'est vrai. En France, on sait. Donc pour finir, ça c'est hypothèse perso. Hein, ouais. Pour finir, est-ce que vous pouvez donner vos projets? Est-ce que vous avez des projets dans les mois? Qu'allez-vous nous donc il y a la suite des Pousse-Pierres, enfin il y a un roman qui se passe après les Pousse-Pierres dans le même univers qui va paraître en octobre. Et puis après toujours ça, Rouillès, oui, toujours Rouillès. Et puis après ça, je sais pas justement, je suis dans la recherche de l'idée, de l'inspiration. J'ai une vague idée sur une sorte de monde alternatif à l'époque de Léonard de Vinci. Vraiment, ce serait plutôt du club punk que de la SF, si on veut utiliser des étiquettes bizarres. Mais c'est pas encore clair. D'accord. Moi je sais pas, c'est pour dans 10 ans. Mais non, en fait j'ai commencé un thriller, vraiment ça n'a aucun rapport, sur lequel je ne vais rien vous dire, si ce n'est qu'on est, alors vraiment pour caricaturer, pour simplifier beaucoup, dans la branche Silence des agneaux, et que ça se passe à Paris en 1907. Je n'en dirai pas plus. Et vous en êtes où au stade? J'ai complètement terminé le squelette, ce qui m'a déjà pris beaucoup de temps par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et j'ai écrit, je sais pas, 15% de la chair, à peu près. Et chez Critique encore? Qui lira verra. On ne sait pas. Bah, vu le temps qu'il va falloir pour l'écrire, il va savoir si Critique existe ou non. Je leur souhaite, bien sûr, mais qui sait. Laurent? Et alors moi j'ai un projet j'ai un bouquin qui est écrit, qui est rendu au Bélial, qui raconte l'histoire d'une colonie humaine, enfin une colonie plutôt, sur une autre planète, de son premier à son dernier habitant, et ça se passe sur 100 000 ans. Donc c'est une sorte de chronique. Et puis un autre bouquin qui est pas écrit, mais auquel je pense depuis de longues années, qui s'appelle Le Parc Humain, et où je raconte, alors pour le coup c'est de l'anticipation à court terme, c'est de la fiction spéculative où j'imagine une sorte d'incubateur d'utopie technologique, voilà, sous la forme d'une sorte de ville qui s'étend, organique qui s'étend sur Terre. C'est un peu compliqué. On verra. Bon, donc merci à tous les trois. Il est presque 17h. Donc certains doivent partir pour prendre les trains qui sont en grève. Donc merci à tous d'être venus si nombreux. On est content. On est content. Je crois que c'est la plus grosse influence depuis. Et puis pour ceux qui veulent, il y a encore des bouquins là-bas. Merci, au revoir.